Bonsoir à tous. Nous allons aujourd'hui parler des grossesses extra-utérines. Je suis le docteur Stéphane Christian, résident gynécologue obstétrique. Dans notre travail a pour cible essentiellement les étudiants en 4e, 5e, 6e année de médecine, mais les médecins généralistes ainsi que les résidents en gynécologie obstétrique. Mon objectif dans ce travail est de définir la grossesse extra-utérine, de citer les facteurs de risque des grossesses extra-utérines, de voir comment poser le diagnostic face à une grossesse extra-utérine, d'énoncer les différents moyens thérapeutiques et de pouvoir évaluer, n'est-ce pas, le pronostic de fertilité. L'œuf s'implante généralement entre le 6e et le 9e jour après la fécondation. Quel que soit l'endroit où il se situe, il va s'y implanter. Alors, en guise de généralité, nous allons d'abord définir, nous allons voir l'intérêt de ce sujet avant de parler des rappels. On définit la grossesse extra-utérine comme étant la localisation du produit de conception hors de la cavité utérine. Donc, dans ce cas-ci, il faut comprendre essentiellement les grossesses tubaires, les grossesses ovariennes, les grossesses abdominales. Alors que la grossesse ectopique, qui est également une localisation du produit de conception hors du site normal d'implantation dans la cavité utérine. Généralement, l'œuf s'implante au niveau du fond utérin. Donc, dès lors où l'œuf sera implanté ailleurs qu'au niveau du fond, ça va constituer une grossesse ectopique. On va citer dans ce cadre-là les grossesses cornéales, on va citer les grossesses cervicales, on va citer les grossesses ismiques, donc qui sont là des grossesses ectopiques. L'intérêt de ce sujet est d'abord épidémiologique, considérant que c'est une pathologie qui est fréquente. En Inde, elle représente 1% des grossesses. Au Cameroun, on est encore au-delà. Au Cameroun, on se retrouve avec 0,8 à 2,5% environ des grossesses extra-utérines chaque année. L'intérêt de ce travail est également diagnostique, dans la mesure où, bien que le diagnostic soit rapide, soit difficile, il est très important de mettre en évidence la grossesse extra-utérine pour pouvoir élaborer la prise en charge rapide chez ces patients-là. L'intérêt est également pronostic du fait que 30% des femmes qui sont atteintes de grossesse extra-utérine vont rester infertiles. Donc, il est important, n'est-ce pas, d'étudier ce sujet-là. En guise de rappel, nous voyons juste que le système reproductif de la femme, qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'on parle de la grossesse extra-utérine, qui concerne l'utérus, les trompes, on note quand même que la fécondation va se passer dans le tiers externe de la trompe. Donc, quelque part, c'est vrai que là, on ne parle pas le pointeur. OK, voilà. Donc, on se rend compte que la fécondation se passe quelque part ici au niveau du tiers externe de la trompe et l'œuf ainsi formé va maigrir. Mais cela, avant d'y arriver, il faut noter que la trompe a donc plusieurs segments. On commence à ce niveau qui, en réalité, est la corne de l'utérus. On en a deux, de part et d'autre. Les deux cornes utérines qui vont suivre avec l'infundibulum. On aura l'isthme, on a l'ampoule tubaire, qui est l'espace le plus volumineux et l'un des espaces les plus extensibles au niveau de la trompe. Ensuite, on aura l'infundibulum, on aura également le pavillon, qui sont les parties terminales. Donc, en fonction de la localisation de la grossesse extra-utérine, on peut avoir les différents noms, comme on va voir un peu dans la suite de notre travail. Concernant donc l'éthiopathogénie, nous voyons maintenant l'éthiopathogénie, nous allons parler des facteurs de risque, mais également de la pathogénie dans notre sujet. D'abord, pour ce qui est des facteurs de risque, qui sont nombreux, on a listé juste quelques-uns. Le fait d'avoir une infection, une maladie inflammatoire pelvienne, communément appelée une PID, le fait d'avoir eu des infections sexuellement transmissibles, le dispositif intra-utérin, qui est en principe de stérilet, qui va réduire la mobilité de la trompe. En cas de grossesse, peut être un facteur favori, un facteur de risque des grossesses extra-utérines. L'endométriose, certaines chirurgies abdominales, comme l'appendicectomie, vont considérer des facteurs de risque dans les grossesses extra-utérines. Également, l'utilisation de certaines pilules comme les micropilules, mais surtout les pilules comme la pilule du lendemain seront des facteurs de risque. Également, on a beaucoup d'autres facteurs. Le fait d'avoir déjà une grossesse extra-utérine va augmenter le risque de subir une grossesse extra-utérine dans le futur. Le fait
d'avoir un contact avec le tabac, que ce soit de façon active ou passive, va également constituer des facteurs de risque en cas de grossesse extra-utérine. Alors, pour expliquer un peu la physiopathologie dans les grossesses extra-utérines, on va noter qu'il y a trois grands mécanismes qui expliquent la physiopathologie bref, la survenue des grossesses extra-utérines. Le premier mécanisme, c'est le retard de captation embryonnaire. Donc, l'œuf est fécondé normalement au niveau du tiers externe de la trompe, comme nous l'avons vu, mais il y a un défaut de captation. Donc, il va rechuter. Généralement, il peut tomber soit dans la cavité abdominale, ou il peut tomber dans les ovaires. Il y a un problème de captation. Et la conséquence sera dans le développement d'une grossesse extra-utérine, ovarienne, voire abdominale. Il y a le deuxième mécanisme qui est en réalité une migration transpéritonéale. Elle survient généralement quand il y a des infections au niveau de la trompe. Donc la trompe gauche, à cause des adhérences, peut aller se loger à droite. Et quand il y a fécondation à droite, l'œuf est capté plutôt par la trompe gauche. On ramène l'œuf là plutôt à gauche. Là, c'est ça également. On voit le temps de migration sera plus long. On va donc aboutir à une grossesse extra-utérine. Dans ce cas, généralement, pendant la chirurgie, pour les étudiants, quand vous prêtez attention, à chaque fois qu'on rédige le compte rendu dans une grossesse, dans la prise en charge des grossesses extra-utérines, on précise toujours la localisation du corps jeune. Cela nous permet de savoir s'il s'agissait d'une grossesse extra-utérine du même côté ou alors s'il s'agissait d'une transmigration. Le troisième mécanisme de suivi de grossesse extra-utérine est essentiellement l'arrêt ou alors le retard dans l'évolution de l'œuf qui a été fécondé. Cela peut s'expliquer à cause par deux grands mécanismes qui sont les phénomènes hormonaux ou alors les phénomènes mécaniques. On a parlé tout à l'heure du tabac, comme facteur de risque. Le tabac, par exemple, va agir avec la nicotine qui est contenue en venant paralyser la trompe. Il va donc réduire la mobilité de la trompe. C'est un facteur essentiellement mécanique. Quand on a parlé de l'appendicectomie ou des autres chirurgies pelviennes, ce sont des chirurgies qui peuvent fixer la trompe après, entraîner une diminution de la mobilité de la trompe et constituer donc des facteurs mécaniques qui vont entraîner une réduction de la mobilité de l'œuf. Par ailleurs, d'autres facteurs hormonaux, comme la progestérone, du fait que la grossesse ne soit pas dans la localisation normale, la production de la progestérone est réduite et par conséquent, la mobilité de la trompe également est réduite. On aboutit à un retard d'évolution et donc à une grossesse extra-utérine. Alors, pour ce qui est de la localisation des grossesses extra-utérines, on peut avoir plusieurs localisations. La localisation la plus fréquente, c'est la grossesse extra-utérine tubée, qui est vraiment la localisation la plus fréquente qu'on retrouve dans les GU, environ 98% des cas. Mais il y a d'autres localisations, comme les grossesses extra-utérines, comme les grossesses cornuales. On a bien dit que les grossesses cornuales, dans le cas des grossesses cornuales, les grossesses cervicales sont essentiellement des grossesses ectopiques. C'est souvent par abus qu'on les étiquette comme une grossesse extra-utérine. Il s'agit plus des grossesses ectopiques. Dans ce schéma, on se rend compte qu'on a dit que l'atteinte tubaire, dont les grossesses extra-utérines tubaires représentaient 98% des cas. Mais à ce niveau, on constate clairement encore que la localisation ampulaire de la grossesse extra-utérine va représenter jusqu'à 75% des cas. Alors, de façon clinique, quand on est souvent face à une patiente avec les grossesses qui sont tardives, donc de découverte tardive et tout, c'est parce que la grossesse évolue généralement dans l'ampoule. L'ampoule est extensible. Et donc, le tableau, qu'on aboutisse au plan clinique, ça va prendre le temps parce que la grossesse peut avoir le temps de bien s'y développer et d'évoluer normalement. Donc, jusqu'à ce que tardivement, on est arrivé au niveau où la trompe, cette partie de la trompe ne peut pas plus s'extendre. Contrairement à la zone isthmique, par exemple, dans les zones isthmiques, les grossesses seront plus fréquentes, donc seront rapidement diagnostiquées. L'isthme étant réduit, le temps de diagnostic, une fois qu'il est en train de se développer, la rupture va survenir très rapidement. Alors que dans les grossesses, naturellement, au niveau de l'ampoule, on peut avoir des grossesses extra-utérines qui vont jusqu'à 23 semaines. Il y a eu un cas exceptionnel qui a été rapporté, une grossesse extra-utérine de localisation ampulaire qui a été diagnostiquée à 23 semaines de grossesse. Alors, généralement, les grossesses qu'on a dit ici
ce sera autour de 4-5 semaines. Les grossesses tubaires, les grossesses ampulaires, c'est entre 8 et 13 semaines généralement. Alors, concernant les signes de la grossesse extra-utérine, nous allons aborder deux grands éléments ici. Il va s'agir du type de description. Notre type de description sera essentiellement la grossesse extra-utérine non rompue. Nous allons voir d'autres signes qui peuvent survenir. Alors, parlons du type de description. On a dit que là, on parle essentiellement de la grossesse extra-utérine non rompue. C'est une patiente qui vient généralement consulter soit en urgence ou en consultation externe, qui vient consulter généralement pour des douleurs pelviennes, qui peut également consulter pour des aménorrhées, qui peut également consulter pour des spottings, qu'on appelle des saignements. Mais généralement, chez ces patients, on va retrouver les trois éléments. Donc, il y aura la douleur, il y aura l'aménorrhée, il y aura le saignement. Chaque fois qu'on a une patiente qui consulte pour l'un ou l'autre, il faut penser, n'est-ce pas, aux deux autres éléments pour voir déjà si, analytiquement parlant, on peut penser à une grossesse extra-utérine. En interrogeant cette femme, on va se rendre compte que c'est une patiente qui est jeune, généralement moins de 25 ans. C'est une patiente qui est sexuellement active. C'est une patiente qui aura un retard de ses règles. Elle peut également avoir des petits saignements, des spottings qui sont généralement noirâtres. C'est une patiente également chez qui on va retrouver généralement des signes sympathiques de grossesse. C'est une patiente qui vient consulter parce qu'elle se dit enceinte, elle a des signes de grossesse, elle a des douleurs. La douleur pelvienne chez cette jeune dame, quand vous allez interroger comment est la douleur, on sait que la douleur a 10 éléments, au moins sur le plan analytique qu'il va falloir rechercher. On va constater que chez elle, la douleur est surtout unilatérale, elle est pelvienne et c'est une douleur qui est généralement à type de colite. Chez cette patiente, on va rechercher les antécédents de grossesse pelvienne, comme on a vu. On va peut-être rechercher est-ce qu'il y a une notion de tabagisme, est-ce qu'elle a utilisé la pilule du lendemain, on va rechercher le partenaire sexuel, on va rechercher s'il y a une IST mal soignée, et ainsi de suite. Pour ce qui est dans des signes cliniques chez cette patiente, généralement dans le cadre d'une grossesse extra-utérine non rompue, c'est une patiente qui arrive avec des paramètres hémodynamiques qui sont normaux. L'état général est le plus souvent conservé. À l'examen physique, les conditions sont généralement rosées. À la palpation de l'abdomen, on a généralement un abdomen qui n'est pas distendu. À l'inspection, à la palpation, on a généralement une douleur qui est légère. Il n'y a pas de défense. La douleur est généralement unilatérale. Au spéculum, on va constater le Chadwick qui est une coloration rosée au niveau du col. C'est un signe précis de la grossesse. On aura généralement ou non, on peut avoir un spotting noirâtre, un saignement noirâtre d'origine endocervicale. Au toucher vaginal, moi, j'ai constaté qu'il y a une utérus qui est légèrement augmentée de taille, qui est mou. On peut constater une masse latéro-utérine du même côté de la douleur et une douleur qui est sensible. Mais je voudrais préciser ici que quand vous faites ce toucher vaginal, il ne faut pas trop forcer parce que il y a eu des cas où les patients avaient le grossesse extra-utérine non rompu et pendant le toucher, le clinicien a tellement voulu apprécier la taille de la masse qu'il a fini par rompre la grossesse extra-utérine. Dans les examens paracliniques, c'est une patiente chez qui on a un G-test qui est généralement positif. Mais le G-test ici a une faible sensibilité, une faible spécificité parce qu'on aura généralement beaucoup de faux positifs. Parce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent également motiver le G-test. Un corps jaune hémorragique, par exemple, peut facilement positiver un G-test. Par contre, l'élément qui est important chez cette patiente, c'est que si on fait la cinétique de bêta-CG, on prélève les bêta-CG de cette femme, on les évalue. Normalement, dans une grossesse intra-utérine, les bêta-CG vont doubler tous les 48 heures. Donc, chez cette dame, quand on va prélever les bêta-CG tous les 48 heures, on va se rendre compte que les bêta-CG vont augmenter, mais sans doubler. Malheureusement, ça nous fait suspecter une grossesse extra-utérine. Parce que lundi, je prélève, je suis à 1000. Le matin, parce que mercredi, je suis à 2000. Mais mercredi, je suis à 1200. Ça me fait suspecter une grossesse extra-utérine, mais ne permet pas quand même de localiser cette grossesse-là. Donc, il va toujours falloir coupler la cinétique des bêta-CG avec une échographie qui généralement va retrouver un utérus vide avec une masse généralement annexielle. Il y a des cas qui sont souvent auxquels sont souvent pensés. Parce que souvent, on a des variants en notre annexe, et vous avez des bêta-CG qui sont augmentés. Donc, toujours parlant toujours à l'échographie, on a dit qu'il faut ici être extrêmement attention parce que
on va généralement voir un sac utérin à partir de la 5e, 6e semaine. Donc, il faudrait penser que chez une dame, même si on nous dit qu'il n'y a rien dans l'utérus, il faudrait vraiment prêter attention à la cinétique à ce moment-là, parce qu'on peut avoir une grossesse qui a évolué, mais qui est encore tout début. Alors, la cystoscopie vraiment reste le gold standard dans le diagnostic de grossesse utérine. Non seulement elle va nous aider à poser le diagnostic, mais elle peut également aider à poser les actes pour la prise en charge. L'évolution d'une grossesse extra-utérine non rompue, si elle est prise en charge, généralement, elle est bonne. Donc, en fonction des critères, on va voir plus tard pour ne rien faire et pour se résorber spontanément. S'il y a une indication d'un traitement médical, en fait, traitement médical, généralement, l'évolution est très bonne. Mais si la prise en charge n'est pas faite, elle peut toujours évoluer de façon spontanée. Elle peut se fissurer et aboutir carrément à la rupture, donc devenir une urgence. Elle peut évoluer vers un avortement tubo-abdominal. Elle peut évoluer vers un mol tubaire. Elle peut évoluer également vers un hématosalpince. Et même, on l'a vu, se résorber, n'est-ce pas, de façon spontanée. Alors, les autres formes de grossesse extra-utérine, là, on a décrit la grossesse extra-utérine non rompue. Dans d'autres formes, on peut également avoir les grossesses extra-utérines qui sont carrément rompues. Sont une patiente chez qui on aura comme signe fonctionnel des douleurs hypogastriques associées à des métrorragies avec un contexte d'aménorrhée. C'est une patiente qui ne va jamais arriver en urgence, qui peut être soit dans un mauvais état général avec une syncope, avec un choc hypovolémique. Avec ces cas d'examen physique, on va retrouver la pâleur des muqueuses et des téguments. On va également retrouver, on peut retrouver chez cette patiente à la palpation une défense au niveau des flancs. Avec au toucher vaginal, retrouver le Douglas qui est bombé, on aura le cri du Douglas, ainsi de suite. Si on fait une culture-synthèse, on va trouver généralement un sang qui est incoagulable. Mais le temps que ces éléments ne doivent pas retarder la prise en charge, si on a des éléments qui nous font penser qu'il y a une grossesse extra-utérine et qui est rompue, il faudrait prendre en charge rapidement cette patiente. Toujours dans les formes cliniques, on peut avoir l'hématocèle enquisté ou grossesse extra-utérine chronique. C'est une grossesse qui arrive, qui n'est pas prise en charge, qui finit par s'enquister et qui va y rester pendant longtemps. Donc, ce qui va surtout permettre d'évoquer le diagnostic, généralement, sera l'apparition des douleurs progressives dans un contexte de retard d'aménorrhée avec des métrorragies. Donc, à ce moment, on commence à penser qu'il peut également s'agir d'un hématocèle enquisté ou d'une grossesse extra-utérine chronique. On peut également avoir les formes atypiques. Dans les formes atypiques, qui sont d'ailleurs très fréquentes, vous avez une personne qui arrive qui n'a aucun élément de la GI. Alors que quand vous préparez le risque d'aller faire une appendomie exploratrice, vous allez tomber sur une grossesse extra-utérine qui est bien rompue. Donc, la règle d'or, comme on dit souvent, quand on pense à une grossesse extra-utérine, mieux vaut entrer, faire la parole blanche que de laisser. Parce que vous pourrez généralement être dans les formes atypiques qui sont les plus fréquentes, sur les signes, sur les patients chez qui vous n'avez aucun élément. Elle arrive peut-être, même l'aménorrhée, vous avez du mal à mettre en évidence l'aménorrhée à cause des spottings que la patiente a de temps en temps. Alors, pour ce qui est du diagnostic, nous allons voir comment faire le diagnostic positif, comment évoquer le diagnostic de gravité et quels sont les diagnostics différentiels qui peuvent être mis en évidence. Alors, pour ce qui est du diagnostic positif, d'abord, le terrain, on sera face à une jeune patiente qui est sexuellement active, qui présente des signes sympathiques de grossesse. À l'anamnèse chez cette patiente, on va retrouver l'aménorrhée, on aura des pelviagies, on a dit qu'ils sont généralement unilatérales, qui sont généralement à type de colique. On aura un spotting noirâtre et on va retrouver généralement des facteurs de risque de grossesse extra-utérine chez cette patiente. À la clinique, on aura une douleur qui est généralement pelvienne unilatérale. Au toucher vaginal, on aura une masse qui est généralement annexielle du même côté que la douleur. À l'appareil clinique, on aura un dosage de bêta-CG. On aura la synergie de bêta-CG, on aura la présence de bêta-CG avec un utérus qui est généralement vide, avec également une masse qui est généralement annexielle. Alors, pourquoi on évoque le diagnostic de gravité? C'est une patiente, justement, chez qui on pense qu'il y a une grossesse extra-utérine, mais qui se retrouve avec des signes de choc. C'est un coup filant, les froideurs une tension artérielle qui est imprégnable, une distension abdominale. On pense généralement que c'est une patiente qui est
parce que peut-être une grossesse extra-utérine non rompue, une grossesse extra-utérine rompue, et qui devient carrément instable. Donc, ce sont des éléments qui nous font penser à un diagnostic de gravité. Les diagnostics différentiels sont nombreux. Il va s'agir essentiellement de l'abcès tubo-ovarien, de la torsion d'un kyste ovarien, d'une PID aiguë, effectivement, de l'avortement incomplet, l'appendicite aiguë, l'abcès pelvien. On va noter ici, là, n'est-ce pas, on a beaucoup d'éléments qui vont permettre à chaque fois d'éliminer les diagnostics différentiels. Il suffit, n'est-ce pas, de s'appuyer sur les types de description, par exemple. Alors, le traitement dans la grossesse extra-utérine, on va d'abord voir quels sont les buts, justement, les moyens, méthodes, ainsi que les indications. Le but du traitement ici est de rétablir l'état hémodynamique de la patiente, et de prévenir les complications et d'éviter les récidives. Alors, les moyens et méthodes à utiliser sont généralement nombreuses. On va se baser sur le score de Fernandez pour les évoquer. On peut avoir observé carrément une abstention thérapeutique. On peut procéder à un traitement médical. On peut également faire un traitement chirurgical qui ici peut, n'est-ce pas, intervenir selon plusieurs modalités. Il peut être soit par laparotomie, ou carrément par d'autres, par voie laparoscopique. Alors, le score de Fernandez qui va coter 6 grands éléments va nous permettre d'évoquer, de choisir quelles indications pour la prise en charge chez nos patients. Il y a des éléments qu'on ne dose pas chez nous. La gestation, on peut facilement la voir, les bêta-CG, on les a facilement. Généralement, le taux de progestérone est quantifié généralement à 3 d'emblée. Les douleurs abdominales pour les rechercher, l'hématocelpès et l'hémopériton. Donc, si on a un score de Fernandez qui est inférieur à 11, généralement, on va observer une abstention thérapeutique. Tout à l'heure, on va voir quels sont également les déterminants, en plus de Fernandez qui est inférieur à 11, quels sont les éléments qui nous fait, n'est-ce pas, décider d'une abstention thérapeutique. On va décider d'un traitement médical si le score de Fernandez est compris entre 11 et 13. Et on va décider d'un traitement chirurgical si le score de Fernandez est supérieur à 13. Donc, mais notons que pour ce qui est de l'abstention de traitement médical, il y a encore d'autres conditions qui vont s'ajouter au score de Fernandez. Alors, à titre d'exemple, par exemple, pour qu'on décide d'une abstention thérapeutique chez un patient, c'est qu'il faut faire une surveillance armée. Donc, il va falloir que c'est un patient qui est stable et tout. Et avec, comme on a dit là, quelqu'un doit faire une surveillance régulière et tout pour s'assurer que rien n'évolue. C'est un peu coûteux, mais si vous avez le consentement de la patiente pour faire une abstention parce que votre score de Fernandez est à 11, vous l'observez simplement. Le traitement médical, comme on a dit, il est proposé lorsque le score de Fernandez est compris entre 11 et 13. Sauf que pour le faire, il va falloir qu'on soit face à un patient qui est hémodynamiquement stable avec des bêta-CG en moins de 5000. Bon, en fait, ce sont les différents éléments du score de Fernandez. Mais pour qu'on décide du traitement médical, il y a des éléments, parce que la molécule de choix utilisée dans la prise en charge médicamenteuse extra-utérine non rompue est généralement le méthotrexate. Il va falloir qu'on se rassure que c'est un patient qui n'a pas de contre-indication pour l'utilisation du méthotrexate. Donc, il va falloir faire une numération pour s'assurer qu'il n'y a pas de thrombopénie. Il va falloir s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie de la crasse sanguine, que la fonction urinaire et la fonction hépatique soient maintenues avant de débuter le traitement. Donc, même si le score de Fernandez était compris entre 11 et 13 et qu'il y avait une contre-indication à l'utilisation du méthotrexate d'emblée, il faudrait prendre cette table-là par voie chirurgicale. Alors là, j'ai un peu proposé les modalités d'utilisation du méthotrexate. Il y a 2 protocoles, on peut l'utiliser soit en monodose ou en multidose. Et là, j'évoque un peu comment est-ce qu'on doit l'utiliser à ce moment-là. Je vais laisser ça de façon détaillée dans la présentation. Alors, pour ce qui est de la voie chirurgicale, comme on a dit, elle peut être faite soit par laparotomie ou alors par cœlioscopie. Donc, par laparotomie, c'est généralement une patiente qui a un hémopériton important, qui a une instabilité hémodynamique. Pourquoi? Parce qu'on n'ira pas chez un patient hémodynamiquement instable proposer de faire une cœlioscopie parce que le temps de préparer l'abdomen, de la trocalisation et tout le reste va faire perdre le temps. Donc généralement, quand on dit s'il y a une contre-indication à la cœlioscopie, on pense automatiquement à faire la laparotomie. Si le plateau technique également le permet, on pense plus à la laparotomie qu'à la cœlioscopie.
Donc, on va penser à la cystoscopie. Généralement, si on a un plateau technique qui est approprié, si on est face à une patiente qui a sa grossesse extra-utérine qui est stable hémodynamiquement parlant, généralement avec un néopériton qui n'a pas de très grande abondance. L'avantage du recours à la cystoscopie, c'est qu'on peut soit enlever la trompe, on peut conserver la trompe. Pour cela, on va donc se baser sur le score de Poli pour faire soit une salpingectomie ou alors une salpingotomie. Donc, le score de Poli qui est là, qui a différents éléments qu'il va falloir coter. Maintenant, si on a un score de Poli qui est inférieur à 3, généralement, on fait un traitement conservateur. Donc, une salpingotomie. On ouvre, on enlève la grossesse, on nettoie la trompe et on laisse la trompe en place. Et si le score de Poli est généralement égal à 4 ou supérieur à 4, on fait un traitement qui est généralement radical, donc une salpingectomie totale. Bon, maintenant, ceci c'est difficile également parce que le risque de récidive après un traitement conservateur par cystoscopie est encore moins de 20%. Donc, on se demande souvent, est-ce que c'était vraiment nécessaire de le laisser en place ou pas? Alors, parlant un peu de la fertilité après la grossesse extra-utérine, je rencontre une dame qui a eu accouché avant. Après ça, j'ai eu la fertilité, généralement, est encore au moins de 80%. Chez une nullipare, cela passe à 40%. Une dame qui n'avait peut-être qui se trouvait comme ça sa première grossesse, qui fait une grossesse extra-utérine à sa première grossesse, le processus de fertilité chez elle n'est que de 40%. Les chances qu'elle conçoive sont de 40%. Le TBE et collaborateurs avaient retrouvé au CHU en 2003 que cette fertilité était en moyenne de 26%. Il y a beaucoup d'autres études qui sont récentes, mais qui n'ont pas encore été publiées sur le sujet. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que la grossesse extra-utérine est une complication de la grossesse assez fréquente dans notre milieu. Les facteurs de risque sont bien connus. Même s'il est vrai qu'il y a d'autres causes congénitales, qu'il y a des causes congénitales qui existent, il y a beaucoup de facteurs de risque qui sont évitables. Donc, en éduquant les patients, généralement, on peut aboutir, on peut intervenir jusqu'au niveau même de la prévention primaire pour éviter la survenue des grossesses extra-utérines. Lorsque le diagnostic a été posé, la prise en charge est moins invasive. La laparoscopie reste le traitement de choix des grossesses extra-utérines non rompues. Ce traitement médical n'est pas possible. Nous avons utilisé plusieurs documents pour faire ce travail et vraiment sur ce, nous vous remercions. Merci, Dr. Zente Christian, pour la merveilleuse présentation. Je crois que c'était tellement limpide. Et merci. On a eu à se rappeler un peu de certaines notions. Donc, ceci étant, on va passer à la seconde phase, la phase des questions. Cela se déroulera comme coutume de deux manières. Vous pouvez lever la main ou alors poser la question directement dans les écrits. Et on répondra à toutes les préoccupations. Donc, la parole à celui qui veut la prendre. Merci. Nous avons Stéphane Ndoumbé. Vous avez la parole. Ok. Merci beaucoup, docteur, pour votre exposé. C'était vraiment bénéfique. Mais j'ai un souci parce que tout à l'heure, lors de la présentation, vous avez fait une différence entre grossesse extra-utérine et grossesse ectopique. J'aimerais savoir les éléments qui permettent de faire cette différence-là, parce que moi, avant, ils confondaient, ils associaient juste une grossesse extra-utérine. Ils considèrent une grossesse extra-utérine comme une grossesse ectopique, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas à son endroit habituel. Donc, lors de votre propos, vous avez fait la différence. J'aimerais savoir les éléments de la différence. Merci. Ok, bon, je pense qu'on va répondre aux questions au fur et à mesure pour gagner en temps. L'élément est simple. En réalité, c'est une grosse entité. Quand on parle de grossesse extra-utérine, c'est une grosse entité, mais dans laquelle il faudrait penser à mettre des grossesses ectopiques. La grossesse, normalement, s'implante dans l'utérus, au niveau du fond utérin de façon normale. Donc, si la grossesse est implantée dans l'utérus, ailleurs que dans le fond utérin, on va parler de grossesse ectopique. Donc, c'est le cas, par exemple, une grossesse cornéale. L'utérus a deux cônes. Les cônes, ce sont les parties de l'utérus. Donc, une grossesse qui s'implante... S'il vous plaît, j'ai du mal à vous comprendre. Allô? Oui, s'il vous plaît, je prie à tout le monde de couper le micro, s'il vous plaît,
pour qu'on puisse bien suivre ce que le docteur est en train de dire. Merci. Merci. Donc, je disais que quand la grossesse est dans l'utérus, mais ailleurs qu'au niveau du fond utérin, elle est dite ectopique. La cône de l'utérus, c'est une partie de l'utérus. Donc, une grossesse qui s'implante dans la cône, c'est une grossesse qui normalement est dans l'utérus. OK? Elle n'est pas extra, mais comme elle n'est pas dans la régulation normale, on va dire qu'elle est ectopique. Juste pour vous aider également, plus tard, on considère des grossesses les grossesses ectopiques, dans l'action européenne grossesse ectopique, on considère comme une césarienne. Donc, une dame qui a eu une grossesse coniale, par exemple, qui a été opérée, doit être considérée comme ayant eu une première cicatrice de césarienne. Donc, elle va arriver, c'est une dame qu'on va prendre en charge comme quelqu'un qui a bénéficié d'une césarienne. Donc, c'est pareil pour les grossesses qui sont cervicales. Donc, si la nuance ici est déjà que une grossesse qui est dite ectopique, c'est une grossesse qui est dans l'utérus, mais ailleurs qu'au niveau du fond. Ça, c'est plutôt des grossesses ectopiques. Alors que les grossesses extra-utérines, comme on entend, hors de l'utérus, ce sont les grossesses qui seront dans les trompes, ce sont les grossesses qui seront dans les ovaires, c'est une grossesse qui sera dans l'abdomen. Ce sont les grossesses qui sont en dehors de l'utérus, alors que ectopique, c'est en l'intérieur de l'utérus, en dehors de l'endroit normal d'implantation qui n'est rien d'autre que le fond utérin. J'espère que ça répond à ta question. Merci beaucoup, docteur. D'accord. Bon, on va prendre d'autres questions qui sont rédigées dans les conversations. Il y a Yannick Madi qui demande la présentation clinique d'une grossesse fissurée. Généralement, la grossesse fissurée, généralement, on aura les éléments en faveur d'une grossesse extra-utérine qui est rompue, généralement. Maintenant, sauf à moins de gravité. Parce que l'hématosalpinx, par exemple, ne sait pas encore, ou alors l'hémopériton n'est pas encore abondant, parce qu'une grossesse est fissurée, il y a du sang qui coule, mais de façon moindre, en début faible. Donc, la patiente va généralement venir avec un tableau de grossesse extra-utérine rompu, mais qui reste encore stable. Et d'emblée, comme si vous dites que ce n'est pas évident de poser le diagnostic, même en père-chirurgie. Le meilleur moyen de poser le diagnostic d'une grossesse fissurée, c'est quand vous faites une suloscopie. C'est quand on peut facilement identifier et dire que bon, c'est une grossesse qui était fissurée. Mais en dehors de ça, c'est une personne qui a le tableau d'une grossesse extra-utérine qui est rompue. Parce qu'il y a un hémopériton qui va s'installer au fur et à mesure, de façon progressive. Vous aurez le cri de l'ombilic. Bref, vous aurez des signes d'irritation péritoniale chez cette patiente-là. Donc, c'est un peu ça le tableau chez la patiente. J'espère que ça répond à la question de Yannick. Il y a Vanina qui dit le deuxième mécanisme. OK, qui demande si on peut revenir sur le deuxième mécanisme de la pathogénie. Dans la grossesse extra-utérine, le deuxième mécanisme, en fait, c'est la transmigration. Ça, c'est seulement ça le nom, la transmigration. En principe, la femme a deux trompes, se fait généralement dans une seule trompe à la fois. Donc, si on prend une dame qui a une trompe gauche, dont l'ovaire gauche a ovulé, on est censé avoir une grossesse qui va se développer à partir de la trompe gauche. Donc, on est censé avoir une grossesse extra-utérine si elle est visible dans la trompe gauche. Sauf que chez cette patiente-là, pendant la chirurgie, on se rend compte que la grossesse extra-utérine concerne la trompe droite. L'élément différentiel, c'est le corps jaune. Alors, le mécanisme est souvent simple. C'est que c'est une patiente qui a eu des adhérences dont la trompe contralatérale a été fixée de l'autre côté, du côté, bref, la trompe gauche a été fixée à droite, ou la trompe droite a été fixée à gauche du fait des adhérences. Donc, une fois qu'il y a une fécondation, l'œuf est plutôt happé, est plutôt capté par le pavillon de la trompe contralatérale. Et du fait que la migration est longue, parce que vous comprenez avec moi que si il fallait que la fécondation se fasse dans le tiers externe de la trompe, l'œuf a le temps d'évoluer pour arriver dans la cavité utérine en 6 à 9 jours. Mais si elle est captée par l'autre, le temps de migration sera prolongé.
Et on parle là d'une trompe qui est fixée avec des adhérents, c'est que sa mobilité est réduite. Donc, l'œuf va migrer lentement et va généralement aboutir à une grossesse extra-utérine de l'autre côté de la trompe. Et ça, généralement, comme je dis, c'est quand vous opérez chez cette dame, vous trouvez la grossesse extra-utérine qui est du côté gauche, par exemple. Et quand vous partez pour chercher la localisation du corps jaune, on se rend compte que le corps jaune est plutôt localisé dans le vers droit. Alors, on se dit qu'il s'agit d'une transmigration. Et ça répond à la question de Vanina. Il y a Eman qui demande si on peut expliquer le score de Fernandez. En réalité, le score de Fernandez, là je viens dans la présentation, c'est un score qui se base sur plusieurs éléments. D'accord? Voilà, on va sur le score de Fernandez. Il y a environ 6 éléments qui sont utilisés pour coter le score de Fernandez. C'est l'âge gestationnel, c'est le taux de bêta-ACG, c'est le taux de progestérone, c'est la douleur abdominale, l'hématose salpins et l'hémopéritoine. Donc, pour retenir, généralement, on a 3 éléments cliniques. C'est la douleur, c'est l'hématose salpins. Non, pardon, on a généralement 2 grands éléments cliniques. C'est la douleur, c'est l'hémopéritoine. On a, excusez-moi, on a des éléments cliniques, on a des éléments radiologiques et des éléments biologiques pour pouvoir parler du score de Fernandez, vraiment du score de Fernandez. Les éléments cliniques qu'on a, c'est l'âge gestationnel, c'est la présence de la douleur, c'est l'hémopéritoine. L'hémopéritoine peut être à la fois clinique et échographique. Donc, généralement, quand il y a un hémopéritoine avant l'entrée, quand il y a le cri de l'ombilic, qui a des signes d'irritation péritoniale, généralement, c'est parce qu'il y a un hémopéritoine et tout. Donc, l'ensemble de ces éléments sont cotés en fonction des valeurs. Je prends un peu l'âge gestationnel. Quand vous avez une dame qui arrive, on dit qu'elle a 6 semaines. 6 semaines, 6 semaines fois 7, ça fait environ 42 jours. Donc, c'est une dame qui, par rapport à l'âge gestationnel, est cotée à 1 dans le score de Fernandez. Le 42 jours, pardon, est coté à 2, voilà, dans le score de Fernandez. Si vous faites les bêta-ACG, puisqu'on va les quantifier, si on dit que les bêta-ACG sont, par exemple, à 3000, 3000 correspond à 2. Si on dit que les bêta-ACG sont de 350, elle entre à 1. Donc, on va donner ces différents éléments. On va donner une valeur aux différents éléments du score de Fernandez. Ça va nous permettre d'obtenir un score à la fin. Et c'est le score là qui va nous aider à prendre les décisions pour la prise en charge de notre patient. J'espère que là, ça répond à la question de Emela. Il y a Michael qui dit sur la deuxième, la troisième théorie. Bon, je pense tout à l'heure, on est revenu sur la deuxième théorie qui disait en réalité, c'est une trompe, la trompe gauche qui va, par exemple, à droite capter l'œuf. D'accord? Et du fait que l'œuf met plus long à évoluer vers la cavité utérine, parce qu'il y a une plus longue distance à parcourir, on aboutit à une grossesse extra-utérine, non pas de transmigration. L'élément caractéristique, c'est qu'on a la grossesse extra-utérine qui se développe d'un côté, on peut trouver le corps jaune de l'autre côté. C'est l'élément caractéristique. Le troisième mécanisme, c'est le retard dans la migration. Donc, il y a beaucoup de phénomènes qui expliquent ça. Je prends le premier phénomène qui est celui le plus connu. C'est le phénomène hormonal. Quand on dit la pilule du lendemain, ce sont des médicaments qui, en réalité, agissent en réduisant la mobilité de la trompe. Dans les hormones qui sont contenus dans la pilule du lendemain, les norgestrel vont réduire la mobilité de la trompe. Donc, en réduisant la mobilité de la trompe, l'œuf n'évolue pas comme il devrait évoluer. Donc, il va évoluer lentement. Et généralement, au lieu qu'au bout de 6 ou 9 jours, il soit dans la cavité utérine, au bout de 6 ou 9 jours, il se retrouve encore au niveau peut-être de l'ampoule. Il va s'implanter là-bas. Lui, quand il est au stade des cellules blastomères, on s'implante automatiquement. L'autre problème, ce sont les cicatrices. Donc, c'est qu'une patiente
chez qui on a déjà opéré la trompe. Une patiente chez qui on a fait une appendicite, par exemple, ce sont les organes qui sont proches. La trompe qui est à côté se retrouve prise dans des adhérences, dans les cicatrices. Et comme il y a la cicatrice, la trompe perd de sa mobilité. Et quand on dit, parce qu'en réalité, l'œuf évolue dans la trompe par des mouvements ciliaires. La trompe contient des cellules qui permettent de faciliter l'évolution de l'œuf. Et donc, si on paralyse la trompe, on paralyse en quelque sorte les mouvements ciliaires. Et si les cils ne battent pas comme ils devraient battre, on va ralentir le temps de progression dans la trompe. Et par conséquent, l'œuf va atteindre le stade des selles de la femelle sans avoir atteint la cavité utérine. Et par conséquent, on aura une grossesse extra-utérine. J'espère que ça répond à la question de Michael. Il y a Daouda qui demande la différence entre la grossesse extra-utérine maladie et la grossesse extra-utérine accidentelle. Comme ça, je ne comprends pas trop le sens de la question. Je ne sais pas si Daouda peut nous revenir pour poser mieux la question, pour qu'on puisse y apporter une réponse. Il y a Yannick qui revient en nous disant la prise en charge d'une grossesse abdominale. On va répondre au fur et à mesure parce qu'il a mis plusieurs questions. La prise en charge d'une grossesse abdominale. Généralement, la particularité des grossesses abdominales, c'est qu'elles peuvent arriver à terme, généralement. Donc, dans la présentation, vous allez voir, j'ai dit généralement quand la surveillance, quand on est face à une grossesse abdominale qui évolue, généralement, on se dit si elle évolue normalement, on la laisse avec une surveillance stricte. Elle arrive généralement à terme. Le plus difficile est de pouvoir décoller le placenta après parce que c'est un placenta qui est inséré directement sur les intestins. Donc, le plus difficile, c'est de pouvoir aller l'enlever. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on commence par, si c'est une grossesse qui ne pose pas de problème sur le processus de la mère, vous allez même rarement le mettre en évidence. C'est souvent vers la fin de la grossesse qu'on constate, même qu'il s'agit d'une grossesse abdominale. Et c'est une grossesse qui va évoluer généralement vers le terme. Il est toujours risqué de partir l'attaquer pendant qu'on est au stade initial à cause du risque de lésion sur les intestins. Elle n'est pas trop fréquente. Moi, j'ai assisté à un seul cas et c'était une grossesse qui est arrivée à son terme. On a fait une césarienne chez cette dame. On a extrait l'enfant. On a utilisé le méthode pour traiter après le placenta parce que le risque de décollement était très intense, était très élevé pour les risques de lésions intestinales étaient très élevés. On a utilisé le méthode par la suite. Moi, je ne veux pas laisser l'enfant. Qui demande également si la grossesse extra-utérine chronique est un lithopédion. Je pense pas qu'on peut associer vraiment les deux entités d'emblée comme ça. Je vais encore peut-être relire dessus pour qu'on en discute mieux, mais là, j'ai pas pu, en fait, dans la littérature que j'ai parcourue, voir ces deux éléments liés en réalité. Qui demande le score de Pauli n'est valable que pour la scoliose à la paro. Qu'est-ce qui détermine la décision de salpingectomie ou de salpingotomie? Oui, le score de Pauli peut être utilisé dans les deux cas, que ce soit en laparo ou en scoliose. Mais c'est très compliqué d'utiliser le score de Pauli en laparo parce que le risque de saignement de la grossesse extra-utérine par la paroi est très élevé. Parce qu'on vous dit, quand on fait une salpingotomie, par exemple, il va falloir attendre pour observer le saignement. Le taux d'échec est très élevé parce que généralement, il peut être incomplet. Donc, c'est que vous pouvez faire une salpingotomie qui n'est pas complète. Vous laissez encore du tissu trophoblastique à l'intérieur. C'est 20% de taux d'échec. C'est environ 28 à 30% d'essaignement. Donc, les gens, généralement, vont avoir recours au score de Pauli essentiellement par voie laparoscopie. Par voie laparotomie, c'est très difficile de voir les gens qui prennent le risque de faire la salpingotomie. Même si les gens le font, mais c'est un peu risqué. Bon, maintenant, cela dit, si vous décidez de faire une salpingotomie,
même par voie laparotomique, vous devez vous appuyer sur le score de Pauli, qui, quand il était conçu, était essentiellement destiné à la voie laparoscopique. Mais comme les gens n'avaient pas forcément accès à la cystoscopie, par laparotomie, on se disait qu'il fallait qu'on s'appuie bien sur un score. Mais quand il était conçu, c'était essentiellement pour être utilisé dans la voie laparoscopique, essentiellement. Il y a Valor, il demande qu'il n'a pas compris la physiopathologie de la grossesse extra-utérine. On a dit que c'est 3 grands mécanismes. Le premier mécanisme, c'est un défaut de captation de l'œuf. L'œuf est fécondé, mais il n'est pas capté à temps parce qu'une fois que l'œuf est fécondé, il doit être capté par la trompe, par les ampoules dans le féminin pour commencer à évoluer. Donc, si après la fécondation, l'œuf tombe, il faut prendre sa terre à terre. Donc, il y a fécondation, mais l'œuf qui est fécondé tombe dans la cavité abdominale parce qu'il y a un problème avec peut-être l'extrémité de la trompe, avec l'ampoule. L'œuf qui finit par tomber, il va tomber où? Soit dans le Douglas, soit dans l'ovaire, soit dans l'abdomen et commencer son développement tout simplement. On est dans le premier mécanisme qui est le défaut de captation. Le deuxième mécanisme, c'est le défaut de migration. Dans le défaut de migration, il y a soit une paralysie de la trompe. La trompe n'est pas bien mobile, soit du fait des hormones, soit du fait des cicatrices sur la trompe, soit du fait des cicatrices pelviennes. La mobilité de la trompe est réduite. Or, l'œuf a un certain délai pour évoluer dans la trompe. Parce qu'on sait qu'au bout de 6 à 9 jours, l'œuf se localise dans l'utérus et s'implante. S'il y a un problème avec la trompe et que l'œuf ne peut pas évoluer normalement, au 9e jour, il sera soit au niveau de l'isthme, soit au niveau de l'ampoule, il sera avant, il ne sera pas encore arrivé dans la cavité utérine, il peut être au niveau de la corne, il va donc s'implanter à ce niveau-là. Le deuxième mécanisme, c'est le défaut de migration. Le troisième mécanisme, c'est la transmigration. La transmigration, c'est le fait que la trompe contralatérale ou à une ovulation va capter l'œuf qui a été fécondé de l'autre côté, tout simplement, et va la ramener de son côté. Mais du fait que l'œuf là va également être plus long pour migrer, elle va finir par s'implanter avant d'avoir atteint la cavité utérine. Voilà les 3 grands mécanismes qu'on a dans la grossesse extra-utérine. C'était Valor. Il y a Séraphin Dassi, un autre mécanisme de grossesse est celui rencontré dans les fécondations in vitro. Effectivement, la transmigration également, la transmigration va également se retrouver dans les grossesses après fécondation in vitro. Donc, c'est qu'on prend l'œuf, quand vous assistez à la fécondation in vitro, on prend l'œuf, on peut le déposer dans la cavité utérine. Et l'œuf qui est déposé, lui, commence plutôt à migrer pour rentrer dans la trompe. Ça explique également les transmigrations. Donc, c'est 2 grands mécanismes qu'on retrouve dans la transmigration. On va voir le support. Oui, OK. Il y a Sambo qui demande s'il y aura le support. Oui, on va mettre le support dans le groupe à la fin. OK. C'est la fin d'Assis demande si le score de Fernandez est toujours recommandé. Dans notre pratique au quotidien, on continue à jouer le score de Fernandez pour déterminer s'il faut faire un traitement médical ou pas. Maintenant, je ne sais pas ce qui est fait sur d'autres cieux. Le docteur Dassi sera aussi, n'est-ce pas, un apport pour vous puissiez, n'est-ce pas, nous faire ce qui est fait sur d'autres cieux. Mais chez nous, dans notre milieu, on utilise encore couramment le score de Fernandez pour décider s'il faut faire un traitement médicamenteux. Et comme je dit, naturellement, on va s'appuyer sur certains éléments. C'est-à-dire, quel que soit le score de Fernandez, s'il y a une activité cardiaque, on s'en fout du score de Fernandez, il faut faire un traitement chirurgical directement. Mais si le score de Fernandez est et qu'il n'y a pas de contre-indication pour le traitement médicamenteux, on s'appuie encore sur le score de Fernandez. Ça, du moins, dans notre milieu. Il y a Anissé qui demande en cas de grossesse intra-utérine associée à une grossesse ampulée, quel est le thème utilisé? Il y a je vais me rappeler, je vais vous donner le thème. Mais effectivement, on peut avoir une grossesse qui est à la fois intra-utérine et extra-utérine. Il y a un thème pour le préciser. Je vais me remémorer, je vais vous le donner. Là, comme ça, n'est-ce pas, ça m'échappe. On a eu un cas récemment. Hétérotopique.
Voilà, merci. Une grossesse hétérotopique, merci. Une grossesse hétérotopique, c'est une grossesse où on a une partie qui est intra-utérine et l'autre, le deuxième sac est extra-utérin. On a eu un cas récemment dont on a pu faire, laissez-moi vous dire comme ça, on a fait carrément la laparotomie. Donc, c'est une femme qui arrive avec une grossesse extra-utérine. On fait la laparo et l'écho n'avait pas mis en place, n'avait pas mis en évidence un sac intra-utérin. Donc, on fait la laparo chez cette dame. On finit, mais on se rend compte quand même que le début, c'est un peu plus volumineux et tout et tout. Et à la fin de la chirurgie, on décide de faire une échographie. On extrait la grossesse extra-utérine qui était ampulaire. On l'extrait, on ferme, on sort. Et à la fin, quand on fait l'écho, pour vérifier, on nous dit qu'il y a un sac intra-utérin. Et c'est une grossesse qui est en train d'évoluer actuellement. La dame doit être à 23 ou 24 semaines pour le moment. Donc, on va simplement suivre son parcours jusqu'à la fin. Peut-être on pourra faire un case report là-dessus. Il y a Angwa Gabi qui demande pourquoi le sang de la culosynthèse est incoagulable. Évidemment, c'est un sang qui est dépourvu de facteurs de coagulation. C'est un sang, c'est une dame qui commence à saigner à l'intérieur et les facteurs de coagulation sont consommés dans ce sang-là, simplement. C'est pourquoi un sang généralement qui est dépourvu de facteurs de coagulation et donc il ne va pas coaguler. Il y a Yannick qui nous demande la place des bilans de PID dans la grossesse après stabilisation. Oui, c'est très important, effectivement. Donc, chaque fois qu'il y a une patiente chez qui elle a fait une grossesse extra-utérine, qui fait une grossesse extra-utérine et qui est, par exemple, opérée, il faudrait penser, les antibiotiques utilisés dans le post-op sont différents dans cette autre chirurgie. Si on va suivre les responsables de cette patiente, on va jamais mettre sous fluoxacine avec du métronidazole. Même en postpartum, cette patiente, c'est qu'il faut penser à soigner les partenaires parce que dans notre milieu encore, l'une des causes les plus fréquentes des grossesses extra-utérines restent les infections sexuellement transmissibles, les PID, et ainsi de suite. Il faudrait penser à soigner les dames et même à revenir soigner les partenaires. Maintenant, si on a l'occasion, il est important de rechercher le bilan infectieux chez cette dame, de rechercher le mycoplasme, de rechercher le chlamydia, peut-être un PCV également, identifier des germes pour soigner afin de réduire la récidive. Parce que le but ici est de faire également la prévention tertiaire. On a vu que le but était de prévenir la récidive. Donc, si en un temps soit peu, on peut identifier la cause actuelle ou prévenir la récidive. C'est vraiment important. Il y a un utilisateur qui nous demande si on peut revenir sur le pronostic de fertilité après la GE. Il dit effectivement, d'après des anciennes études, avaient mis en évidence le fait que 80% des femmes qui avaient déjà accouché avant leur grossesse extra-utérine, 80% réussissaient à avoir une autre grossesse spontanée après le GI. Or, cette valeur-là chutait à 40% lorsque la GI survenait chez une ovipare. Maintenant, il y a des études anciennes qui étaient faites en 2013 qui mettaient en évidence environ 23% des grossesses intra-utérines après une grossesse extra-utérine. Maintenant, il y a des études que je n'ai pas voulu citer parce qu'elles n'ont pas été publiées. J'ai eu accès à des études récentes. Il y a une étude de 2017 qui retrouvait 42% des grossesses intra-utérines après une épisode de grossesse extra-utérine. Mais ce sont des études qui n'ont pas été publiées. Donc, on attend peut-être qu'il y ait des publications là-dessus. Donc là, le processus de fertilité, quand même, après la grossesse extra-utérine, reste élevé. Maintenant, cela dit, il faudrait insister en disant également que le risque de survenue de la grossesse extra-utérine après un précédent épisode de grossesse extra est très élevé. L'étude de 2017, dont je citais par exemple, mais qui n'a pas été publiée, a retrouvé que c'est l'étude qui se base sur 120 femmes qui ont eu des grossesses extra-utérines qu'on a pu avoir au téléphone. Dans les 120, il y a environ dans les 120, il y avait environ 80-90 qui avaient un désir de grossesse, donc environ 75% qui avaient eu un désir de grossesse. Dans ces 75% qui avaient eu un désir de grossesse, il y a plus de la moitié qui ont effectivement une grossesse après. Environ 60-65%, parmi lesquels 40% ont une grossesse intra-utérine
et environ 60 avaient eu une grossesse extra-utérine. Mais ce sont des grossesses qui sont les femmes qui n'ont pas été publiées. Voilà un peu, on pourrait dire. Ça, c'était pour les questions dans les conversations. Maintenant, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions. Oui, c'est voilà. Bon, là, je vois une dernière question d'un utilisateur qui demande, qui dit qu'il a lu quelque part que la rétrocaptation de l'œuf pouvait également justifier un mécanisme de GU. Moi, je pense que la rétrocaptation ici, en réalité, c'est la transmigration. Donc, c'est la trompe du côté controlatéral qui vient capter au fait l'œuf du côté où il était fécondé. Effectivement, c'est un mécanisme qu'on a dit dans les GE. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, il y a une question, s'il vous plaît, il y a une question là qui m'a été adressée directement à IB. C'est Marie Fayet qui dit, est-ce que la sapectomie est toujours d'actualité vu les risques de récidive après cicatrisation de la trompe? D'accord. Là, je m'avais répondu, tout dit, généralement, tout dépend du tableau qu'on a chez la patiente, du désir de maternité de la patiente. C'est que quand vous retrouvez une femme qui a eu un antécédent de grossesse extra-utérine, moi, c'est un cas que j'ai reçu, c'est une dame qui a eu un antécédent de grossesse extra-utérine avec salpingectomie, qui se retrouve avec une seule trompe. Elle revient après avec sa seule trompe, ou sur laquelle elle a eu une autre grossesse extra-utérine. C'est une dame qui arrive et a dit, elle vient et elle veut qu'on lui fasse une salpingotomie. Elle aimerait qu'on lui fasse une salpingotomie. Donc, s'il y a une indication, comme on a dit, d'après le score de Poli, si on a un score de Poli qui est inférieur ou égal à 3, il y a bel et bien une chance qu'on fasse une salpingotomie chez cette dame. Sauf, maintenant, comme il dit, c'est une dame chez qui il faut essayer parce que vous lui expliquez que le risque de récidive de grossesse extra-utérine est non seulement élevé, le taux d'échec est très élevé, le risque de saignement est élevé. Maintenant, si malgré ça, la dame vous dit, comme dans le cas de la personne que nous avons reçue, elle nous a dit qu'elle préfère prendre tout ce risque, vous lui faites sa salpingotomie tout simplement. Vous lui faites sa salpingotomie. Mais comme je redis encore, par voie de laparotomie, donc quand on a fait une laparotomie, il est vraiment déconseillé de faire une salpingotomie en laparotomie, parce que vous pouvez toujours ne pas contrôler tout le risque de saignement qui est présent. Or, si vous avez accès à la laparoscopie, on peut toujours essayer de faire une salpingotomie si le score de Poli le permet, et après avoir expliqué les risques à la patiente. Donc oui, on continue à le faire, dans notre milieu également, on le fait encore. Voilà, plus nuancé. Maintenant, si vous êtes face à une patiente chez qui la trompe contralatérale est en bonne santé, donc si vous avez une trompe contralatérale qui est de bonne qualité, vraiment, dans ce cas, vous pouvez vous dire, bon, il n'y a pas de gros avantage à laisser une trompe cicatricielle ici. Maintenant, si c'est une dame qui a une seule trompe, on pense toujours. Donc, c'est au cas par cas, en fonction de ce que vous trouvez chez votre patient, de son désir de grossesse ultérieure. Donc, mais ça reste vraiment d'actualité. Je pense que l'utilisateur de Zoom avait une question également. Est-ce qu'elle est là? Ou elle est partie? Je suis là. Bonsoir. Bonsoir. Présente-toi, s'il te plaît, avant de poser la question. D'accord, je suis Rose Omban, étudiante en 7e année en école de médecine au Sénégal. Donc, ma question, c'est moi qui ai posé la question concernant la rétrocaptation de l'œuf qui pouvait justifier un mécanisme. Comme je disais, j'ai lu un article dessus et j'étais un peu perplexe parce que dans l'article, contrairement à ce que expliquait le docteur Christian, ce qui est beaucoup plus d'ailleurs plausible, que c'est peut-être, comment on va dire, en tout cas, comme il a expliqué, c'était beaucoup plus clair que eux, ils ont dit que c'était plutôt l'œuf qui était déjà dans la cavité utérine et que par je ne sais quel mécanisme, il serait réabsorbé au niveau de la trompe. Donc, c'est pourquoi je posais la question, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est possible et quel mécanisme ventouse pourrait expliquer cela? D'accord, bon, merci pour la question. Là,
il y a eu des cas, effectivement. J'ai lu un article pareil qui mettait en évidence une grossesse extra-utérine après fécondation in vitro. Donc, voilà, donc on a implanté l'œuf dans l'utérus et après, on s'est retrouvé chez avec cette dame qui a fait une grossesse extra-utérine. J'ai lu l'article et on a eu un cas dernièrement, ça fait à peine 3 semaines également. Donc, l'explication qui va, c'est qu'on met effectivement, on implante l'œuf au fond de l'utérus et l'œuf, lui, continue sa migration, lui, il continue sa mobilité, tout simplement. Ça peut être un défaut d'implantation, un défaut de l'insémination de l'œuf. Donc, l'œuf n'a pas été déposé au bon endroit. Ça, c'est le premier mécanisme. Soit le deuxième, c'est que l'œuf a été effectivement mis au bon endroit au niveau du fond utérin comme il devrait être, mais lui, il a recommencé à se mouvoir. Parce qu'on implante, on va généralement transplanter un œuf qui atteint un stade nécessaire pour l'implantation directement, donc au stade des 16 blastomères généralement. On dépose l'œuf. Au lieu qu'il commence son implantation, il commence plutôt une autre migration. Et en migrant, donc, s'il arrive au niveau de l'ostium, lui il continue son développement, il continue à évoluer dans la trompe. Et après, quoi, il s'implante dans une partie de la trompe. Dans le cas que nous on a eu il y a 2-3 semaines, c'est une dame qui s'est retrouvée avec une grossesse extra-utérine ischmique. Elle était, je crois, au 8e, 9e jour d'une fécondation in vitro. Elle a développé une grossesse ischmique. Mais dans l'article justement que j'avais également lu, on retrouvait, c'était une grossesse qui était essentiellement ampulaire. Mais le mécanisme, justement, c'est ça, c'est qu'on a déposé l'œuf et il a commencé à migrer. Maintenant, voilà, il y a d'autres articles justement qui expliquaient également ça comme une autre transmigration. Donc voilà un peu l'explication que je peux apporter par rapport à ce sujet-là. D'accord, merci. Okay. Le docteur Séraphin du Togo voulait ajouter quelque chose. Oui. Vous me recevez? Oui, oui, effectivement, c'est par rapport à la question d'utilisateur Facebook, d'utilisateur de Facebook. Zoom, c'est Rose. Voilà, c'est par rapport à la question de Rose. Effectivement, le mécanisme de transport rétrograde de l'œuf, c'est un mécanisme décrit dans plusieurs cas dans la littérature. Il s'agit souvent d'un problème de contractilité du muscle utérin. Donc, ça peut survenir dans une grossesse de conception naturelle. Et souvent, l'œuf arrive dans la cavité utérine et à cause d'un problème de contractilité de l'utérus, il remigre par transport rétrograde dans la trompe de Fallope. Donc, c'est un mécanisme souvent rencontré. Et également, je voulais revenir également sur une question qui a été posée avant concernant la prise en charge par salpingotomie de la grossesse extra-utérine. C'est un moyen qui est vraiment utile quand effectivement le pronostic de fertilité est déjà touché, effectivement quand on a déjà un antécédent de salpingectomie. Et pour bien fixer ça de manière claire, peut-être du côté des internes, donc des 6e et 7e années, le traitement, ce n'est pas la salpingotomie. La salpingotomie, ce n'est que l'ouverture de la trompe qui se fait généralement par le bord antimésial. Le traitement ici, qui est fait généralement par cystoscopie, c'est une hydrodissécation au niveau de l'œuf et absorption de l'œuf. Donc, la salpingotomie, ce n'est pas un traitement de la GE, c'est juste une voie, c'est juste l'incision de la trompe. Le traitement, c'est l'hydrodissection et aspiration du contenu de l'œuf. Voilà. Ok, merci beaucoup, docteur. Merci pour les apports. Merci. Merci beaucoup, docteur Séraphin, pour ta contribution. Donc, il y a d'autres questions? Bien. Bon, s'il n'y a plus de questions, je crois que c'est le moment de rappeler justement que les enseignements se continuent sur Medical Mind et avant toute chose,
Docteur Christian Zente, merci pour ta disponibilité. Merci pour le temps que tu accordes justement et l'intérêt justement que tu accordes à la capacitation de nos jeunes confrères dans toute la région de l'Afrique subsaharienne. Merci encore. Nous travaillons ensemble, je tiens à répéter ça. Nous travaillons à pouvoir nous rapprocher de plus en plus de vous. Et pour ceux qui sont au Cameroun, les activités pratiques ont commencé. Envoyez vos confirmations à la boîte de Medical Mind. J'ai mis ça en message. Je crois que je vais rajouter ça encore. Il faut envoyer vos confirmations à la boîte Medical Mind pour les activités pratiques, notamment de chirurgie sur les attelles et de pédiatrie sur la réanimation néonatale. Donc voilà la boîte que je mets. Et les DES qui sont connectés, qui ne sont pas dans les groupes Medical Mind, de grâce, faites-nous un message. On va vous intégrer dans les groupes WhatsApp pour les DES. Il y a des groupes pour les DES, histoire que l'année prochaine, qu'on soit un peu plus diversifié. Donc, docteur Christian Zentem, merci encore pour ta participation. Merci pour le temps que tu veux bien nous accorder. Désolé à tous ceux qui sont là pour les désagréments. Je crois qu'au fur et à mesure, on s'améliore en termes de connexion et de manipulation de l'outil Zoom. Peut-être qu'il faut qu'on crée un outil Medical Mind qui va me permettre de communiquer facilement ou bien d'aller finalement sur YouTube si c'est plus facile pour tout le monde. Bref, on travaille à trouver un moyen plus facile et plus évident d'avoir accès justement aux formations. Tous les cours qu'on fait seront disponibles sur la plateforme YouTube de Medical Mind. Donc, j'invite tous ceux qui sont connectés et qui aimeraient avoir les présentations déjà faites à aller sur la page YouTube de Medical Mind. Vous n'avez qu'à reconnaître le logo de l'association et voilà. Et vous aurez accès à tous les cours, absolument tous les cours. La suite, c'est la gynécologie toujours. On continue avec l'enseignement de gynécologie. Un docteur Christian Zentem. C'est vous qui allez gérer jusqu'à la fin du mois de mai, je pense. Parce qu'après, on va programmer les orientations postdoctorales. Au mois de juin, j'annonce ça déjà dès maintenant, on travaille sur les orientations postdoctorales. On se dit, d'accord, c'est bien de se former, mais après le doctorat, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est la spécialisation, voilà les couloirs. Si c'est au Cameroun, voilà si c'est en Afrique, disons comme ça, voilà les couloirs. Si c'est au Cameroun, voilà les couloirs. Si c'est en Europe, voilà les couloirs, aux États-Unis, et ainsi de suite. Il y a des cours déjà préétablis, les cours de l'an passé qui sont disponibles sur la page du Medical Mind. Je vous invite, les dernières années, et les médecins généralistes à jeter un coup d'œil. Ça peut aider beaucoup de personnes. Donc, en mai, je crois que le 2 mai, on commence avec l'enseignement du 3e trimestre. C'est le prochain cours qui est au programme. Tous ceux qui sont intéressés par la gynécologie, vous êtes vivement invités. Donc, sur ce, si vous avez des préoccupations, des questions, n'hésitez pas à nous écrire à la boîte mail medicalmind.org@gmail.com et dans les groupes WhatsApp également. Merci encore, merci pour votre présence. Je crois que c'est sur ça qu'on va se séparer. Portez-vous bien, soyez des médecins excellents et inspirants. Toujours excellents et inspirants, c'est notre devise. C'est notre devise. Si vous avez des associations qui veulent inviter Medical Mind à venir travailler chez vous, prester, mener une activité, n'hésitez pas à nous écrire. Nous sommes ouverts à toutes vos propositions. Vous avez des préoccupations particulières, vous voulez qu'on discute sur un sujet particulier, faites-nous le message dans les groupes WhatsApp, on va travailler, on va s'orienter pour vous satisfaire. Nous sommes disponibles, nous sommes là pour vous. Notre mission, justement, c'est que nous sommes des médecins performants, excellents et inspirants dans toute l'Afrique subsaharienne avec un niveau de compétitivité internationale. Doucement, doucement, on va y arriver, un pas plus l'autre. Donc, bonne soirée à vous encore, bon début de semaine. Soyez excellents et inspirants. Bye bye. Bye bye.